Bien, chers amis, après avoir, je l'espère, salué chacune et chacun d'entre vous, je tiens à vous saluer collectivement et à saluer, à accueillir, à remercier de sa présence parmi nous Jacques Ferrier, que je vais brièvement vous présenter dans un instant. Je voudrais d'abord remercier Stéphane Gaulier et Cécile de Leplanque, qui veillent avec Jean-Marc Lagoutte et avec d'autres membres de notre conseil scientifique ici présents, Philippe Stévenin, Philippe Attet en particulier, sur notre université citoyenne qui, en 2022, grâce à vous tous, et je suis heureux de voir parmi nous des jeunes, et je les remercie d'être là, va se déployer après avoir décollé en septembre dernier autour de la conférence inaugurale de François Julien, le président de notre conseil scientifique, que connaît très bien et depuis longtemps Jacques Ferrier, pour des raisons peut-être sur lesquelles il s'exprimera tout à l'heure, à moins que j'en dise un tout petit mot maintenant. Et le trait d'union, c'est toujours Stéphane Gaulier qui nous permet ce soir d'accueillir à Marly, et je l'en remercie vraiment, car vous allez voir que Jacques Ferrier, enfin vous l'avez déjà vu si vous avez pris le temps de regarder son parcours, est un des grands noms de l'architecture française qui rayonne dans le monde entier. Il a une agence en Chine, à Shanghai. Il est celui qui, avec son équipe, a conçu le pavillon français pour la dernière exposition universelle en Chine en 2010, autour d'un thème qui est au fond celui qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire celui de la ville moderne. Le concept de micro-urbanisme a une apparence un peu plus technique, mais ce que j'ai compris grâce à l'échange que je viens d'avoir la chance d'avoir avec notre invité de ce soir, c'est que c'est une ville, et ça nous parle bien ici à Marly, et notamment aujourd'hui, pour une raison que je repréciserai dans un instant, elle doit se construire autour de l'homme, autour des sensations, autour de la respiration naturelle de la vie, et que tout le reste, la technique, c'est très important, la géométrie, le dessin, les dures lois de la matière et de la rigueur qui vont avec, eh bien, ça n'est pas secondaire, mais c'est second, et donc une vision, je crois, humaine et humaniste de l'architecture qui résonne assez naturellement, je vois aussi des amis de Port-Marly, avec notre environnement ici, à Marly et autour de Marly. Je voudrais profiter de cette présence de M. Ferrier parmi nous pour partager avec vous, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais la très bonne nouvelle de ce jour, j'allais dire une de plus, pour Marly, puisque vous l'avez sans doute vu, et sinon je vous l'annonce, le ministère de la Culture a décerné officiellement aujourd'hui le label de jardin remarquable au Parc Royal de Marly. Alors c'est à la fois une évidence pour ceux comme nous qui connaissent et qui donc aiment ce parc, mais dans cette semaine qui nous emmène vers Pâques, c'est aussi comme une sorte de renaissance de ce parc, d'autant, et j'en aurai fini, que cette nouvelle du jour s'ajoute à celle que nous avons enregistrée il y a quelques semaines à peine, d'un accord quadripartite entre le département des Yvelines, le domaine national de Versailles, représenté respectivement ce jour-là par Pierre Bédier, président, et Catherine Pégat, la Fondation Charles de Gaulle, représentée par son président, mon ami Hervé Guéma, et la ville de Marly, représentée par votre serviteur, pour ouvrir la perspective à la restauration complète du pavillon de chasse à l'entrée du parc, qui accueillit jadis, naguère, le général de Gaulle et André Malraux, qui, pour le premier, y commence l'écriture de ses mémoires de guerre, et qui, pour le second, y achève l'écriture de ses anti-mémoires. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que cette conférence se trouve en quelque sorte inscrite par les astres, par les forces supérieures, par le génie du lieu et des hommes, dans une magnifique dynamique. Je remercie vraiment M. Ferrier d'être là. Je lui cède sans plus attendre la parole, et je crois qu'on peut l'applaudir pour le remercier d'être avec nous. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci pour cette introduction.
peut-être il faut couper On va enlever ces micros. Oui, peut-être le couper. C'est ce qu'on déploie. Et merci Stéphane d'avoir créé ce lien, ce qui me permet, je le disais à l'instant, il y a monsieur le maire et Stéphane, là, dans le sillage de François Julien, que vous avez peut-être écouté pour la conférence inaugurale, qui nous pousse à sortir de nos retranchements et à nous décoïncider de nous-mêmes, si vous me permettez l'expression, d'aborder finalement un sujet nouveau et sans image. Alors, vous, ça va peut-être vous paraître normal, mais c'est vrai que pour un architecte, il y a toujours les images, mais le danger, c'est que ça capte un peu l'attention et du public et de l'orateur à dire voilà ce que j'ai fait. Il y a un côté comme ça de catalogue, alors que là, j'aurais aimé vous entraîner avec moi, j'espère, sur une réflexion sur la ville à un moment critique, puisque avec cette crise sanitaire, sans parler de la crise qui arrive, enfin on ne va pas en parler, mais qui a beaucoup d'influence aussi sur la question des matériaux et des ressources. C'est-à-dire que ça met à nu, dans le domaine que je connais, celui de l'architecture et de la ville, le fait que on est allé chercher très loin et à un niveau global les matériaux, et que quand il y a une disruption comme ça avec la guerre en Ukraine, c'est tout le système qui est remis en question et on se repose des questions avec un incitateur peut-être beaucoup plus puissant que était la conscience du danger climatique. On se pose la question que peut-être il faut devenir plus raisonnable dans la façon où on recrute les ressources plus proches de nos villes et de nos chantiers et moins dans le global. Mais en tout cas, moi, c'est la crise sanitaire qui m'a fait réfléchir sur la ville. J'ai produit, là aussi avec l'amical soutien de François Livonnet, qui fait partie de la même réflexion sur la décoïncidence, cet essai sur la ville-machine l'an dernier aux éditions de l'Erne, donc je me fais un peu de pub, et qui est une réflexion sur, en fait, le rôle de la technique vis-à-vis de la ville, et qui a un rôle, en fait, omniprésent, et où on constate que de servante, ce qui était la technique au départ, et ce qui est finalement sa vocation, c'est-à-dire un moyen mis au service d'une idée, d'une vision, d'une façon de vivre la ville, elle est devenue maîtresse de nos destins urbains et de notre quotidien, maîtresse de la ville et j'oserais dire de nos vies. Et en fait, de cité, qui était la ville d'une certaine forme et d'une certaine échelle, et la cité, on pouvait la voir comme la formalisation finalement d'une société, d'un collectif, eh bien la ville est devenue une infrastructure. Et j'ai pris mon titre, la ville-machine, comme un clin d'œil à Le Corbusier, donc ce grand pionnier du mouvement moderne, qui disait les maisons doivent être des machines à habiter. Voilà, donc lui c'était son slogan, c'est-à-dire que les architectes se sont mis au service de cette prédominance de la technique et de l'infrastructure dans la façon de concevoir la ville. Et évidemment, mon propos ce soir, c'est de questionner cette histoire et de se dire que c'est peut-être le moment de changer cette façon de voir la ville. On a la pression du climat, on a eu la crise sanitaire, il y a aussi une certaine oppression aujourd'hui que les gens ressentent dans la très grande ville. C'est-à-dire que si on n'est pas compétent, si on n'est pas toujours en mouvement, on a l'impression qu'on est mis de côté de la ville, qu'on n'est pas pleinement acteur. Je pense soit aux personnes âgées, soit aux personnes qui ont des difficultés, soit aux enfants. Le confinement aussi a montré que les enfants étaient confinés, eux, depuis longtemps. C'est-à-dire que dans la grande ville, ils vont de l'école au square, la rue est dangereuse, du square à l'appartement. Et là, on s'est rendu compte de la façon dont la ville excluait tous les gens qui n'étaient pas toujours en train de courir, de prendre le métro, une fois encore, d'être dans le mouvement, quoi. Donc, ça m'amène à la réflexion de ce soir, puisque on ne suis pas le seul à réfléchir à ça, et tout le monde appelle un changement d'échelle. On a parlé de la ville du quart d'heure il y a 1 an ou 2 par rapport au confinement, qui nous a fait redécouvrir
le quartier, avec ce rayon de 1 km. On a redécouvert le quartier avec ses potentialités, mais aussi ses manques. Qu'est-ce qu'on avait apporté de pied? Quelles ressources, quel commerce, quel espace vert, quels amis? On a découvert une ville qui n'était plus dans le mouvement perpétuel, qui est une des caractéristiques de cette ville, infrastructure, machine, où on a toujours une injonction à se déplacer. Avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu de déplacement. Et effectivement, les habitants, enfin vous avez dû vivre ça, ont redécouvert une autre échelle, une échelle de proximité. Et ils se sont rendus compte que même au sein d'une très grande ville, on pouvait vivre dans un rayon d'action qui était un rayon d'action à hauteur d'homme, qui était un rayon d'action vraiment à une échelle de quartier, d'où ce thème de micro-urbanisme qui est apparu comme une qualité par rapport à ce mouvement brownien incessant qui fait que je travaille en A et je vais habiter en B, celui qui travaille en B va habiter en C, et tout le monde est constamment en train de bouger. Une chose qui n'était pas évidente, d'ailleurs, qui est vraiment issue de ce rapport avec la technique, parce qu'en France, à Paris, au milieu du 19e siècle, quand on réinstaure un service qui était apparu un peu au XVIIe siècle, qui avait disparu, mais d'omnibus, dans la capitale, tout le monde proteste. Les gens ne sont pas contents, parce que les beaux quartiers, les bourgeois disent, mais pourquoi les ouvriers viennent... Que vont venir faire les ouvriers, je sais pas, au côté d'Amonceau, etc. Les ouvriers du faubourg de Saint-Antoine disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ailleurs? Et donc il y a un peu comme ça une sorte c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que cette idée de faire bouger les gens, elle a été plutôt quelque part imposée que désirée. Alors après, on sait qu'elle a été imposée parce que la ville de la production se réorganisait de façon différente, c'est-à-dire qu'au Faubourg Saint-Antoine, par exemple, c'était des artisans et on habitait au-dessus de son atelier. Donc on avait de fait toute la ville du quart d'heure, elle était évidente. Le micro-urbanisme, il était, je dirais, c'était une donnée d'entrée. Du moment que l'on a fait bouger tout le monde, parce que on ne travaillait plus dans l'atelier mais dans l'usine, qu'on ne travaillait plus dans des ateliers de 10 personnes mais de 1000 personnes, eh bien, il a fallu concentrer des gens dans divers endroits des grandes villes. Ça a été aussi le grand exode rural et le changement d'échelle de la cité, et on est arrivé à cette idée d'urbanisme. Alors cette idée d'urbanisme, je voudrais juste un peu m'arrêter là-dessus, parce que c'est une idée relativement récente, le mot d'urbanisme. Donc pour simplifier, mais on peut dire que c'est toujours au milieu du 19e siècle. Moi je dirais que ça commence à Barcelone, pour ceux qui connaissent Barcelone, avec un ingénieur, pas avec un architecte, qui s'appelle Cerda, Ildefonso Cerda. Et en fait, Barcelone a été bloqué, le développement de Barcelone est bloqué depuis 2 ou 3 siècles, parce que Madrid veut garder la prééminence. Et donc à Barcelone, il y a la vieille ville, qu'on appelle le Barrio Gótico. Il y a une autre ville qui s'appelle Gracia, et entre les deux, il n'y a rien. Et à un moment donné, et les deux sont entourés de murs, vraiment comme 2 villes anciennes, je dirais comme 2 villes médiévales. Et entre les deux, il y a une grande plaine, sans construction. Et là se pose, dans ce 19e siècle, qui est quand même un siècle de bouleversement extraordinaire, se pose la question, non pas de faire une ville comme on fait par petite agrégation et par petits ajouts ici ou là, mais se pose vraiment un peu pour la première fois, en tout cas dans la période moderne, l'idée de faire, à partir d'une table rase, une très grande ville. C'est 1100 hectares, le plan de Cerda. Et là, Cerda a cette idée inouïe, maintenant qui nous est familière, mais si on se met dans l'esprit de l'époque, inouïe, de dire, on va faire une grille. On va faire une grille de 110 mètres par 110 mètres, avec des voiries. On trace d'abord les voiries, on fait cette grande grille, et ensuite, on va construire des îlots, des plots de 110 mètres par 110 mètres avec des grands patios au centre, des jardins, etc.
Et la ville, ça va être ça. Ça s'appelle l'extension, l'exemple, en catalan. C'est l'extension, et avec ça, il relie les deux noyaux anciens, et il fait cette ville entièrement nouvelle. C'est un changement formidable. C'est pour ça, pour moi, c'est la naissance de l'urbanisme avec ses défauts et ses qualités. C'est un changement formidable, parce que jusqu'alors, la ville, elle était construite pour répondre de façon, disons, organique, finalement relativement lente, au développement d'une société, d'une collectivité. Donc, c'était un peu imperceptible, c'est-à-dire de la même façon que quand on se regarde dans un miroir, ben, on ne se voit pas vieillir, et la ville, c'était un peu ça, c'est-à-dire c'était des changements lents qui fait que petit à petit, effectivement, la ville du XVIIe siècle n'était plus celle du XVIe, du XVIIIe, mais à échelle humaine, c'était toujours des petites modifications. Et une fois encore, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la cité, la ville pouvait être vue comme la construction en pierre, en bois, en chaux, en sable, je dirais, de la façon de vivre d'une communauté. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire, on fait un quadrillage, on fait véritablement des cases, de gigantesques cases, et c'est ensuite qu'on se dit, une fois qu'on a fait ces cases, c'est ensuite qu'on va mettre des petits carrés comme ça, et enfin on va mettre des gens, des habitants dans ces carrés. Donc il y a une inversion complète du rapport, et c'est pour ça que pour moi ça c'est la naissance de l'urbanisme. C'est-à-dire plus d'une ville, alors qui n'était pas de génération spontanée évidemment, je vais y revenir, il y a eu des grands plans à la Renaissance, etc., mais d'une ville qui était vraiment la ville humaniste, et une fois encore une ville qui était un peu conçue comme un organisme vivant, à un urbanisme de géométrie qui prend l'initiative, et ensuite il faut rentrer dedans la vie avec toute sa diversité. Alors c'est une invention formidable. Alors c'est vrai que nous avons Haussmann, on va en parler dans un instant, mais l'invention de Cerda, elle est quand même, elle est formidable aux deux sens du mot formidable. Elle fait aussi un peu peur, parce que si vous pensez, on l'a toute vu, cette ville américaine, la ville américaine, ça va être ce quadrillage. C'est-à-dire que ce modèle pensé à Barcelone par Cerda va être la matrice des villes du pays qui va devenir le modèle au XXe siècle, qui va devenir le modèle du style de vie urbain de la planète entière. Parce que le modèle, quand on voyage, effectivement, en Asie, en Amérique, etc., le modèle, c'est pas Paris, c'est pas Marly. Ça, c'est l'admiration, c'est l'imaginaire. Mais la ville dans laquelle vivent nos autres milliards de terriens urbains, puisqu'on n'est plus de la moitié à vivre dans des villes, c'est la ville de Cerda. C'est la ville de l'urbanisme au sens d'une science qui découpe et qui produit comme ça, un peu à l'infini, des lots qui s'accordent. Une fois, on faisait avec Christian de Porzampar, un architecte, un grand architecte que vous connaissez, justement une conférence en Chine. Et il me disait, mais en fait, ce modèle, je parlais de ce quadrillage, il me dit, mais ça s'est généralisé. Il me dit, tu vois, parce que entre un tableau Excel, enfin, ça continue à fonctionner, parce qu'aujourd'hui, c'est l'adéquation directe avec le tableau Excel de la rentabilisation foncière des terrains, etc. J'ai trouvé le raccourci finalement assez pertinent, c'est-à-dire effectivement de voir le territoire non plus comme une qualité, mais comme une quantité. C'est ça qui se noue avec l'urbanisme. Je suis assez critique parce que je parle en 2022, en 1930, 1960, il y a eu une exaltation de cette grande ville moderne, parce qu'elle a amené avec elle aussi le fait que les gens ont été logés, l'avènement de la voiture, qui s'est comme par hasard hyper bien conformé avec cette ville de la voirie. Donc il y a eu un enthousiasme. Mais maintenant, avec le recul, avec la situation dont je parlais tout à l'heure,
crise du climat, défiance de cette trop grande métropole, on peut prendre ce recul et se dire, voilà, là ça a commencé avec ce mot, urbanisme. On est plus dans une science que dans l'émotion ou que dans le sensible, et ce quadrillage. Alors c'est une rupture dans la continuité aussi par rapport à cette idée de rapport entre la ville et la nature. Si je reviens un peu en arrière, le début de la ville occidentale, donc cette cité enceinte de murs, en fait là, à cette époque-là, c'est la nature qui est menaçante, qui est hostile, qui est imprévisible. La nuit, c'est la peur, c'est les brigands, c'est les loups dans les forêts, etc. Donc la ville est vraiment l'abri. On va requérir la technique, notamment pour faire ces murs. C'est l'abri où on va se retrouver entre nous, les hommes, par rapport à une nature menaçante. Et c'est le lieu où va se développer la transmission. Ça, c'est un grand sujet. Ça pourrait être un sujet d'ailleurs un autre sujet de discussion. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui au travers des formes bâties de la ville? Parce que la ville, ça a quand même été le lieu de la transmission. Ça a été le lieu de l'art, du commerce, de la politique. Donc cette ville protégée de la nature, c'est le lieu où s'est fabriqué finalement, se sont fabriquées nos cultures. On en arrive aujourd'hui à la situation complètement inverse, parce que si on dit aujourd'hui, eh ben, la nature est méchante et la ville est gentille, t'es fou. Non, aujourd'hui c'est l'inverse. On est bien d'accord, aujourd'hui la ville est menaçante et la nature est menacée. La nature est fragile et la ville envahit. Elle envahit, pourquoi? Parce qu'on est dans cette idée de gris, c'est-à-dire il n'y a plus cette idée d'abri, et puis c'est plus la même dimension évidemment, mais cette idée de gris qui présuppose presque à l'infini que, comme disait Descartes, il faut se rendre maître et possesseur de la nature. C'est la grille, voilà, on aurait pu passer par le côté cartésien, même si ça passe par l'Espagne, mais il y a ce côté cartésien, au sens et de la géométrie et de la philosophie, qu'il faut se rendre maître et possesseur de la nature. Et donc l'urbanisme, c'est une façon de voir la ville, non pas dans la résonance avec la nature, non pas dans la composition, non pas dans le contrat, mais vraiment dans la conquête. On n'a plus les murs, on fonce, on tire des lignes, et ensuite on construit. Donc, le terrain de jeu des urbanismes devient en quelque sorte un terrain neutre, ou en tout cas qu'ils vont essayer le plus possible de neutraliser, en ce sens que tout ce qui fait l'identité du terrain, dans l'urbanisme, est quelque part vécu comme un obstacle. Et ça, jusqu'il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire le relief, la pente. On a tous des exemples de villes où on a arasé les collines, ou si on prend une petite échelle, ne serait-ce que les échelles de lotissement comme on a eu depuis la guerre, etc., un vieux bout de mur, un arbre un peu trop grand, un petit ruisseau, etc., tout ça contredit cet urbanisme-là, ou en tout cas s'y oppose, ou le met en difficulté parce que justement ça empêche de faire le projet sur une sorte de papier quadrillé. Et donc, cet urbanisme-là a vu la ville vraiment comme un dispositif fonctionnel dans lequel l'idée de limite et du coup de rapport des choses entre elles n'était plus pertinent, puisqu'on n'était plus dans les flux et dans le mouvement, dans la grille, et donc dans une sorte d'abstraction. Le résultat, c'est ce que j'appelle les villes sans qualité, parce que j'ai cité Le Corbusier, j'aurais pu en citer 3 ou 4 autres, c'est-à-dire que quand ce principe-là est fait par un génie, ben ça donne des choses hors normes et très belles. Mais quand c'est la énième photocopie de l'idée du génie, ben là, on a ces mondes urbains sans qualité, et nous, on est épargnés. Alors,
parler ici, en plus, on est presque à contre-histoire par rapport à ce que je dis. Si j'avais montré des images, je n'aurais sûrement pas montré mes projets, mais j'aurais montré justement ces villes anonymes américaines, ces villes anonymes chinoises. Je connais bien, comme l'a dit Monsieur le maire, Shanghai. C'est-à-dire Shanghai, il y a une partie de la ville que j'adore, qui est la ville, le cœur de la ville, mais les 26 millions d'habitants de Shanghai, eux, ils vivent dans cette espèce d'abstraction de petits blocs comme ça, enfin, de grands blocs, on est en Chine, qui s'étendent à l'infini, dans toutes directions, et qui sont évidemment, une fois encore, tout à fait autre chose que la cité. Donc, je disais juste avant de venir là, que bon, micro-urbanisme, en tout cas petit urbanisme, c'est un peu barbare, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, par opposition, c'est-à-dire que l'urbanisme, de naissance, il a tout de suite nié, en tout cas, la petite dimension. Il a nié l'attention aux petites choses. Il a voulu basculer les limites, que ce soit des limites, comme je le disais, de territoire, mais même des limites culturelles, et de concevoir la ville à Shanghai comme à New York comme à Lagos comme à Tokyo. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée. Il y aurait beaucoup à dire, hein, parce que ça part d'une vision. Les modernes, en fait, ils sont les héritiers des Lumières, quelque part. C'est-à-dire que si on voit l'homme avec des besoins, ça c'était le grand discours des modernes, avec des besoins universels, des besoins fonctionnels. Le Corbusier, c'était se nourrir, se laver, enfin il y en avait 5 ou 6 comme ça. Ben, le chinois, l'indien, le français et le péruvien, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est le cas de le dire. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc pourquoi faire des bâtiments différents? Ça nous paraît aujourd'hui choquant, mais il y a 10, 15 ou 20 ans encore, vous pouvez trouver dans des écoles d'architecture, etc., des professeurs qui étaient encore dans cette transmission-là de dire, voilà, la machine à éviter de Le Corbusier, finalement, c'est une idée qui se défend. Parce qu'on a tous les mêmes besoins. Bon. Le problème, c'est quid des énergies, du climat, des cultures, des façons d'habiter, des façons de construire, des façons de jouer avec le vent et la nature. Alors, il y a eu aussi la ville existante. Je fais un détour par Haussmann, parce qu'il y a eu simultanément, j'ai dit, Cerda, il pense à sa ville en 1850, il l'a fait en 1860, comme par hasard. Enfin, là, il y a des synchronies qui se créent. Napoléon III, Haussmann, sauf que là, il y a Paris. Mais on voit que cette idée d'urbanisme a su s'adapter avec une certaine violence et une certaine beauté, parce que parfois, quand je critique Haussmann, j'ai peur de recevoir des tomates ou des huées, parce qu'il a quand même, à juste titre, beaucoup d'admirateurs. Mais ce soir, je vais prendre l'angle critique, disons, parce que bon, les qualités, on les connaît tous, et les millions de touristes qui viennent à Paris tous les ans les connaissent aussi. Mais c'est violent, c'est-à-dire que quand on veut, dans une vieille grande ville comme Paris, appliquer ce programme que j'ai qualifié d'urbanisme de géométrie et un peu théorique, ben, qu'est-ce qu'on fait? On éventre la ville, et il faut que ça circule aussi. Et là où on voit que c'était une intuition géniale, ça circule toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, ce concept est efficace, ce concept violent est efficace, parce que c'est un tracé qui permet aujourd'hui à cette ville d'absorber tout le flux de circulation. Et donc ça, c'est la transformation de Paris avec l'organisation des tracés appliqués à la ville ancienne. Mais avec la même, finalement, avec le même arrière-plan, au point aussi de faire des façades, de couper des immeubles, etc. Enfin, c'est très bien dit aussi dans Zola, La Curée. On voit vraiment la violence de tous ces promoteurs, mais en même temps, on refait des façades pour que la ville se tourne vers cette grille de circulation. C'est-à-dire là, on n'est plus dans une ville qui est une fois encore la ville de
autour de l'homme, dont je vais parler à la fin, puisque c'est un peu notre projet, et puis c'est le projet qu'on aimerait tous partager. Mais on se rend compte que finalement, la ville se donne à voir sur ces grands axes de géométrie. Et Cerda, d'ailleurs, les façades aussi, c'était ça. Et il n'y a plus d'échelle intermédiaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est une des choses quand même qui frappe dans Paris, où les immeubles sont, comme on le dit, à l'alignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, il y a un manque d'effet de seuil entre être dans la ville géométrique, potentiellement infinie. Je ne sais pas si je suis sur le boulevard Haussmann, justement, ou sur Sébastopol. Je sens que là, je suis connecté avec quelque chose qui me connecte partout, et je pousse la porte, et je suis chez moi. Enfin, je suis dans mon immeuble. Donc, il y a cette juxtaposition extrêmement parisienne, enfin, qui caractérise le Paris d'aujourd'hui, mais extrêmement futuriste, quelque part. Parce que si vous la comparez à la ville ancienne ou à la ville qui a gardé des typologies beaucoup plus aimables, avec des jardins, avec des reculs, avec un arbre par-dessus le mur, etc., là, il y a une confrontation directe entre un espace finalement intime, domestique. On ouvre la porte et tout de suite, on est dans cette ville de l'urbanisme, haussmannien en l'occurrence, qui nous transporte à l'infini. Et donc, il y a une rupture finalement avec la juxtaposition peu après, donc 1860, Cerda, Haussmann, peu après les transports, enfin en même temps les transports d'abord hippomobiles, puis très vite motorisés, 1870-80 le métro à Londres, 1900 enfin le métro à Paris. On a beaucoup traîné, mais grâce à l'exposition universelle, les expositions universelles, elles rythment un peu les innovations urbaines. Là, à un moment donné, je ne sais plus qui en 1900 était aux commandes du pays, mais enfin, celui-ci, il tape sur la table. Ah, c'est posé, oui. Voilà, il tape sur la table et il dit, moi, je vais pas inaugurer au mois de mai 1900 une expo universelle sans métro, parce que ça tergiversait. Et là, ils ont fait le début de la ligne numéro 1 avec un jeune Hector Guimard qui sont allés trouver. Et Fulgence, bienvenue, l'ingénieur, qui avait fait une bonne école en plus. Il a fait l'école centrale. Et donc, ce mouvement va rompre l'unité de lieu et l'unité de temps. C'est-à-dire que l'urbanisme, c'est une façon de faire la ville aussi qui nie quelque part l'unité de lieu, mais qui nie aussi l'unité de temps, du moment qu'il va y avoir les transports. Et le métro en est l'illustration, puisque je rentre dans un petit trou, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Bon, ça n'existait pas, mais bon, je rentre dans un petit trou et je sors ailleurs. Donc il y a quand même une rupture dans les continuités temporelles. Et là aussi, moi j'aime beaucoup voir la ville à travers la littérature, en tout cas des lectures de romans, et on voit très bien dans la façon de vivre au XIXe siècle, ou même encore au début du XXe, dans les romans de Giono, etc., qu'on voit, bon, qui n'aimait pas la ville, hein, faut dire, donc c'était tout, mais on voit dans le rythme agricole le paysan qui se met au bord de la route et qui attend que la charrette du voisin passe. Il peut attendre 2 heures pour aller vendre 2 douzaines d'œufs au marché. C'est pas un problème. Il y a un rapport de continuité et de compacité du temps qui est complètement accepté et qui est vécu. Ce rapport-là, il est complètement explosé dans la ville. Et il est aujourd'hui encore plus explosé par la diversité des modes de transport et la couche aussi digitale qui va encore plus déstructurer, je dirais, ce qu'on pouvait trouver. Alors, on peut m'objecter que si on parle de la ville existante, il y a eu quand même la Renaissance, c'est-à-dire il y a notamment Sixte Quint, le pape, qui, au XVIe siècle, j'ai noté ces dates, là, il est né en 1521, mort en 1590, a fait la transformation de Rome, et lui aussi, il a fait comme Haussmann. Enfin, j'ai vérifié, il a fait 10 km d'avenue. Je n'ai pas regardé Haussmann, mais bon, ça doit être quelques centaines de kilomètres.
Mais c'est là où on voit la différence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des livres d'histoire qui vous diront bah, Sixte Quint, le plan de Rome, c'est le début de l'urbanisme. Mais c'est pas la même chose, parce que c'est une organisation quand même avant tout symbolique. Ce qu'il fait, c'est qu'il met des obélisques et des fontaines, et il met en perspective des églises et des palais. Et donc c'est plus un dispositif, certes très visuel, mais de faire passer un message symbolique, plus que de faire passer des fonctions et une fonctionnalité. Pour moi, l'urbanisme va de pair avec le fonctionnalisme. Alors, un urbanisme autre, un urbanisme micro, en tout cas un urbanisme à plus petite taille, ce que je voulais dire aussi ce soir, en préparant cette intervention, c'est que je me suis rendu compte, en fait, c'est pas juste de réduire la taille. Parce que de toute façon, on est nombreux, les villes sont grandes, et puis il y a des continuités, il y a la ville, il y a la première couronne de toutes les villes, il y a des zones entre deux, etc. Je pense que c'est pas tant de réduire la taille que de mettre les relations que le citadin entretient avec sa ville à la bonne taille, à échelle humaine. C'est plus dans le thème de la relation que l'on va entretenir avec la ville que de vraiment dire on va concevoir la ville comme si c'était une petite accumulation de villages. Voilà, on parlait du 1 kilomètre, mais tout de suite on se rend compte que de toute façon ça va se superposer. On ne va pas faire des petits silos étanches. Il y a une ville comme ça d'ailleurs, Axiane, la ville, vous savez, où il y a les guerriers de terre cuite enterrés, c'est un truc formidable. Oui, je vais en Chine depuis longtemps et je suis nul. Vous savez, j'ai gardé mon accent du Sud, ça fait 40 ans que je suis à Paris. Alors la prononciation chinoise, je suis hermétique. Mais à Xi'an, la ville ancienne de Xi'an, c'était véritablement des cases. C'est-à-dire, c'était une grande enceinte dans laquelle il y avait des moyennes enceintes et dans laquelle il y avait des toutes petites enceintes avec des unités d'habitants qui n'avaient pas le droit de sortir à part certains jours pour des cérémonies, etc., et qui vivaient dans leur case. Donc on se rend bien compte que la ville du quart d'heure, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être cette juxtaposition. Parce que ça, c'est aussi, ça soulève, enfin ça dépasse mon propos, mais ça soulève des problèmes, je dirais, de société, ce côté, parce qu'après on va vous dire, ah ben en plus, il faudrait être autonome. Il faudrait produire ses légumes, son énergie, etc. Et ça fait plutôt penser à des mauvaises séries de science-fiction, en tout cas pour ma part, de voir la communauté des hommes et la grande ville comme une juxtaposition, même si c'était super écolo, de petites villes du quart d'heure qui finiront par se remettre des barbelés les unes autour des autres, parce que, etc. Non, je crois qu'il faut toujours que ça soit une ville qui permette ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'avènement de la culture, la transmission, la rencontre imprévue, la surprise, donc qui va jouer de de son foisonnement et de sa taille pour provoquer ça, mais qui néanmoins offre aussi la possibilité d'avoir au niveau de la relation qu'on a avec finalement, c'est le concept d'un voisinage, mais d'un voisinage qui ne serait pas figé, mais de voisinage qui serait mobile, d'avoir des relations qui ne sont plus cette imposition de la ville-machine qui nous a rendu plutôt les objets de l'infrastructure plutôt que des sujets agissants. Et que dans cette relation qui soit réglée à hauteur d'homme, une fois encore, on se réinvestisse comme acteur potentiel et comme intervenant de notre environnement urbain. C'est possible. Moi, je l'ai trouvé justement, cette idée qu'on a rassemblée, vous l'évoquez sous le terme de la ville sensuelle, c'est l'idée de remettre, qu'on a proposé donc en 2010 pour le pavillon de la France à l'exposition universelle de Shanghai. Ça a super bien marché parce qu'on a été le plus visité, après le pavillon chinois quand même, on a été le plus visité de tous les pavillons nationaux, et il y en avait quand même 120 je crois de l'exposition universelle, parce que c'était le bon moment, c'est-à-dire d'abord c'était un thème commun, cette idée de prendre la question des sens au sérieux
on avait vérifié, et notamment c'est là où j'ai rencontré François Julien pour la première fois, que cette idée de sens, c'était une passerelle commune entre l'Asie et l'Europe, et entre la Chine et la France, parce que c'est pas évident. Il y a des choses qui passent pas, qui sont des concepts vraiment différents, mais l'idée des sens, des sensations, il y a même un 6e sens en Chine, m'avait expliqué François Julien, c'est le sens qui se traduit par l'équilibre-mouvement. C'est la sensation, c'est-à-dire il y a le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, et ils y ajoutent finalement cette notion d'équilibre, déséquilibre, ce qui est très intéressant dans l'idée de ville, où on est toujours en mouvement, parce que c'est une sensation importante. Et donc on s'est dit, certes on va parler de la ville durable, c'était le moment, de la ville, parce que ça c'est quand même la toile de fond, je le dis, de toutes nos réflexions, c'est-à-dire de faire une ville quand même qui soit en accord avec le climat, mais on va se servir de cette idée, enfin pas de cette idée, mais de cette urgence à repenser la ville en termes d'énergie et de ressources pour essayer de voir la ville autrement. Et voir la ville autrement, c'est dit, quel meilleur indicateur que le corps? Qui n'a pas vécu la frustration d'arriver dans son bureau, si c'est à la Défense, et de dire, c'est le printemps, je ne peux pas ouvrir la fenêtre. D'arriver dans un hôtel, voilà, d'arriver dans un hôtel, vous voyez un jardin, il fait bon, vous êtes crevé, vous dites tiens pareil, ah non, on ne peut pas ouvrir parce que c'est climatisé. Et alors moi j'ai fait des tests quand c'était des voyages en groupe, comme ça pour des colloques, le matin au petit déjeuner, je disais, on se retrouvait à 10, je disais qui a gardé la clim dans la chambre? Personne, tout le monde la coupe. Donc c'est là, c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre. Le petit livre il commence avec une anecdote comme ça. C'est là de se dire, mais attendez là, tous les hôtels du monde sont climatisés avec des fenêtres fermées, vous discutez le matin, personne, tout le monde a envie d'ouvrir la... C'est là où j'ai dit, mais ça y est, là, on a perdu le fil, on s'est fait complètement dominer par l'innovation, parce que un philosophe du XXe siècle appelle la tyrannie du nouveau, mais la tyrannie du nouveau, ça s'applique en art, mais ça s'applique beaucoup pour l'innovation technique. La tyrannie du nouveau, si c'est nouveau, c'est bien. Je cite même, enfin là je fais une petite diversion sur la technique, Stéphane sait que c'est mon dada, mais je cite même le président Macron qui, comme illustration de cette prise en otage, puisque pour ceux qui avaient noté ça, il y a 1 an et demi ou 2, il commençait à y avoir un petit débat sur la 5G. Parce que des gens disaient, est-ce que c'est bien pour la santé, ça fait des ondes en plus, etc. Et puis moi je dirais surtout, est-ce que nous en avons... Ah oui, il y a peut-être eu des débats ici, voilà. Il y en a encore. Est-ce que nous en avons besoin? Moi la question que... Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Que l'hôpital ait besoin de la 5G, qu'un grand labo ou un grand siège social à la Défense ait besoin de la 5G à l'intérieur de son immeuble, mais est-ce que moi j'ai besoin de la 5G? Bon, enfin bref. Qu'a dit le président, si vous vous souvenez? Il a dit, ceux qui sont contre la 5G, ils ont qu'à s'éclairer à la lampe à huile et Amish, là, je sais plus, les Amish. Les Amish, voilà. Et hop, fin du débat. Donc on voit bien que quelque part, il est de l'ancien monde, en ce qui cause. Je fais pas, entre deux tours, je ne fais pas de politique, mais sur la technique, il n'a peut-être pas lu mon livre, sur la technique, il est un peu, en tout cas, il a des réflexes anciens. C'est de dire, ah mais attendez, vous contestez quelque chose qui est nouveau, il est encore dans cette philosophie de dire, si c'est nouveau, c'est mieux. Et donc, on le fait. Et l'urbanisme, c'est ça, quoi. L'urbanisme, ça a été pendant 150 ans, 1860 à nos jours, si c'est nouveau, c'est mieux. Et les architectes, on a accompagné ça. On a accompagné ça, c'est-à-dire, on a fabriqué une esthétique, de cet urbanisme machiniste au prétexte de la fonction, et qui, comme je le disais, est devenu, puisque ça c'est devenu vraiment une appellation, l'architecture internationale. Parce que l'architecture de cet urbanisme-là, effectivement, peut se répéter partout. Mais ce que je voulais dire, c'est que je reviens à cette idée que ce n'est pas contradictoire avec la taille. Dans le centre de Shanghai, mais le centre de Shanghai, ça doit être déjà 4 ou 5 millions d'habitants, on a trouvé, et c'est ça qui nous a inspiré, je dis nous avec mon associé, Pauline Marchetti, c'est ça qui nous a inspiré
ces idées-là, parce qu'on a vu que dans une ville énorme comme ça, les rez-de-chaussée, il y avait des échoppes, il y avait des odeurs, il y avait dans les étages du linge qui pendait aux fenêtres, des petits chariots où on vous vend des brochettes, etc., une vie jour et nuit et autres. Donc on s'est dit, il y a quand même une possibilité de concilier des ambiances qui sont des ambiances vraiment de voisinage, comme ça, où j'avais l'impression presque d'être dans un village, bon, avec des codes chinois, asiatiques, alors que si je levais la tête, je voyais, si c'était le soir, je voyais clignoter les petites lumières rouges, là, en haut des gratte-ciel, et on se dit, tiens, mais en fait, on est au pied de quartiers de gratte-ciel, et donc, on avait cette juxtaposition. Donc ça nous a fait réfléchir, de dire, attention, il ne faut pas être dans la nostalgie, mais il faut aujourd'hui tirer au mieux parti de la technique pour qu'elle se fasse oublier, qu'elle soit plus cette espèce d'omniprésente quand même oppression qui nous rend plein de services mais qui devient un peu oppressante, pour qu'on retrouve derrière l'infrastructure, enfin ou plutôt devant l'infrastructure, qu'on retrouve la cité. Et pourquoi je dis ça? Parce que chacun, je ne sais pas les expériences les uns et les autres que vous avez eues pendant le confinement, et puis ici quand même, vous êtes, même hors confinement, il y a Marly, c'est un peu exceptionnel avec ce rapport à la nature, à la scène, etc. Donc, mais tout le monde a des amis, tout ça, qui vivent dans des villes plus denses ou dans Paris et autres. Le confinement a montré quand même qu'il pouvait y avoir, même dans la grande ville, du moment qu'on baissait cette pression technique, ça a été noté, les oiseaux sont revenus très vite, les rivières se sont éclaircies, le silence s'est installé, les gens ont réinvesti des balcons, mais ça va plus loin, c'est-à-dire dans la ville très dense, on a retrouvé du collectif, c'est-à-dire que les cours d'immeubles qui servaient uniquement éventuellement à garer 3 vélos et à mettre 2 poubelles, ben, très vite on a vu fleurir des tables, des chaises, c'est devenu des lieux de rencontres, etc. Ça serait vraiment dommage que ça passe à la trappe maintenant et qu'on ne tire pas les enseignements de ce qui est possible. J'en reviens à l'exemple de la clim. On a fait le siège de la métropole Rouen-Normandie, qui est le plus grand bâtiment passive house, enfin à énergie positive actuellement en fonctionnement en France, et on peut ouvrir les fenêtres. Mais en même temps, il y a des capteurs. Il y a des capteurs, c'est-à-dire il y a l'un et l'autre. C'est-à-dire on a l'autonomie d'ouvrir la fenêtre. Mais pour avoir un exemple très concret et filer l'image de l'hôtel où on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, pour dire que c'est pas de la... Je ne suis pas du tout pour la décroissance ou la détechnicisation, si je peux inventer ce mot. Parce que quand vous ouvrez la fenêtre, il y a un petit capteur qui dit à l'ordinateur qui gère tout ça, dans le bureau de monsieur Dupont, on a ouvert la fenêtre, donc on coupe la ventilation mécanique puisqu'il a ouvert. Il ferme la fenêtre, si la température n'est pas bonne, la petite ventilation se met en service. La nuit, comme un bâtiment de bureau, en fait, sous nos climats, il faut davantage le refroidir que le chauffer, avec les ordinateurs, etc. La nuit, à partir de maintenant, là, ça doit fonctionner à partir d'avril ou mai, je pense, avec les températures, là, dès que ça chauffe, la nuit, les mêmes fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et on fait de la ventilation. Et pour que la ventilation marche, on a enlevé les faux plafonds, pour que les planchers stockent la température, etc. Donc, toutes ces solutions-là, elles doivent être aujourd'hui mises en œuvre pour que dans la ville, eh bien voilà, on redécouvre le bruit des conversations, etc. Ben, ça veut dire qu'on a peut-être des voitures électriques ou moins de voitures et qu'il y a moins de bruit. Qu'on sente les odeurs du printemps, c'est qu'on a des espaces verts, qu'on n'a pas de pollution, etc. Donc tout ça, ça va aussi avec des innovations techniques. Donc c'est vraiment le propos. Donc cette relation, elle va se faire aujourd'hui. Donc nous, on l'approche comme la ville sensuelle. Et je terminerai un peu là-dessus pour vous donner une idée, c'est-à-dire elle va se faire dès le départ dans la conception. Et dans la conception de la ville, ça veut dire qu'il faut changer bien des choses. C'est la relation entre celui qui est quand même
le mettre à bord, monsieur le maire, c'est quand même l'élu, parce que moi je le vois bien, celui qui imprime la vision, enfin en tout cas qui la lance, c'est l'élu. Donc il faut que dès le départ, tous ces acteurs de la ville, plutôt que d'être dans ce système fonctionnel dans leur case, on les mette tous ensemble. On parlait de l'opposition technique, vous savez, ingénieur, architecte. C'est très nocif, parce que quand vous utilisez la ville, ben, vous ne savez pas que le réseau de l'électricité a été posé par l'ingénieur du service machin, que le lampadaire, c'est le service de l'éclairage, que le trottoir, c'est la voirie, et que juste à côté du trottoir, c'est les espaces verts. Vous voyez une expérience unique. On a été les architectes conseils là, de la Société du Grand Paris pour les gares du Grand Paris. C'est juste ça qu'on a essayé de mettre en avant. De dire, attention, le voyageur, quand il est dans la gare, lui, il vit une expérience unique et continue, alors que d'emblée, le projet commençait avec les premières choses que font les gens, ils mettent des barricades, enfin vous connaissez ça, ils mettent des barricades. Alors, mais moi je suis le service tunnel, moi je suis le service caténaire, moi je suis la voie ferrée, les autres ils n'existent pas, moi je suis le matériel roulant, etc. etc. Voilà, donc je pense qu'il faut que ça soit transversal. Et puis il faut changer, là je parle je dirais, pour ma paroisse, il faut changer cette conception qui est à vol d'oiseau. C'est ça qu'a amené le mouvement moderne. Une autre anecdote, enfin, je tire sur le Corbusier, je ne sais pas pourquoi ce soir, mais le Corbusier, pour vous dire une anecdote réelle, il arrive à Buenos Aires, il n'a jamais vu Buenos Aires, l'avion fait un ou deux tours avant d'atterrir, il voit la ville, le soir, il fait une conf, alors pleine à craquer, c'était une star, c'était vraiment la première star architecte, il fait une conf, il avait vu Buenos Aires d'avion, et il dit voilà, l'urbanisme de venir de Buenos Aires, il se met au tableau, et il dessine ce que doit être Buenos Aires. Et pendant 20 ans, des jeunes urbanistes qui assistaient, voilà, toujours l'urbanisme, à la conférence, vont mettre en œuvre un plan qu'il a vu à 1000 km d'altitude de loin. Alors, une fois encore, le côté génial, certes, mais on peut pas faire ça. Alors pourquoi on faisait ça? Parce que tout ce qui se passe dans la ville, les mouvements quotidiens, tout ça, c'est très dur à représenter. En fait, la vie, le vécu, elle est assez illisible pour le projeteur. Parce que finalement, c'est la ville de chacun qui s'accommode de ceci. Il y en a un qui va prendre un raccourci, il y en a un autre qui va... Bon, même dans cette ville machine, chacun arrive à trouver des parcours et des choses singulières. Alors que cet urbanisme vu du ciel, il permet, à mon avis, de créer l'illusion de la lisibilité de la ville, et d'où le zoning qui a caractérisé les villes des années 60 avec l'espace vert, les quartiers d'affaires, etc. Mais on sent bien que c'était pas ça finalement l'idéal. Donc pour moi l'approche micro, en tout cas l'approche sensible, c'est une approche qui va dessiner la ville autrement, qui va être dans la discussion, qui va être dans l'échange, qui va être dans la transversalité. Ça, c'est indispensable dans une approche holistique et qui va prendre effectivement cette question du corps et sensuel au sérieux. Nous, on a par exemple fait, on n'est pas les seuls, mais essayer de dessiner un parcours dans un quartier et essayer de représenter vraiment les sensations, quoi. Les moments où vous êtes interpellé parce qu'il y a beaucoup de pubs, un autre où il y a beaucoup de bruit, un autre parce que vous entendez, je sais pas, une usine, une odeur, et de voir, et ça aujourd'hui, là j'en reviens à mon idée de la technologie, avec les modes de représentation informatique, c'est possible. Quelque chose qui était trop foisonnant pour être représenté il y a 20 ans, avec votre rotring et votre calque, parce que si on vous dit, ah ben le bruit, ah mais maintenant le vent, et dessine-moi les ombres du soleil, l'été, là ça craque. Vous dites à Dassault Systèmes, comme j'ai pu le faire, de leur dire, voilà, tiens mon... Ah ben c'est pas un souci. Bon, après, il faut trouver la logique économique, parce qu'on a moins de moyens pour dessiner un bâtiment pour l'instant que pour dessiner un avion, mais les outils existent. Donc on peut imaginer une ville qui soit conçue vraiment à partir de ces mouvements de corps et qui, de fait, du coup, indépendamment de tout cloisonnement, soit une ville de la bonne échelle. Mais il y a une dernière dimension que je voudrais aborder avec vous,
c'est l'implication. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème de distance. La technique, elle a créé, outre son envahissement, elle a créé une distance. Parce qu'on n'arrive plus à savoir comment les choses fonctionnent. On n'arrive même plus à imaginer. C'est-à-dire, si je vois une montre avec des aiguilles, je suis incapable de la réparer, mais j'ai au moins une notion. Je sais qu'il y a des engrenages, etc. Si je vois la montre Apple, etc., je sais même pas. Je ne pourrais même pas expliquer à un enfant comment ça marche. J'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Et ça s'est généralisé dans beaucoup d'objets qui nous entourent dans la ville. Et maintenant, ça se généralise d'ailleurs au passage chez nous, avec des objets de plus en plus mystérieux, de plus en plus électroniques. Le lave-vaisselle, la machine à laver, tout ça, ça devient très compliqué. Et puis des objets, la nouveauté, si on y prend garde, c'est des objets maintenant qui vont nous interpeller et qui vont nous dire quoi faire, on voit les pubs là-dessus. Donc, il y a cette dépossession. Donc, il faut, dans ce rapport à cet urbanisme d'échelle humaine, il faut aussi se redonner les moyens d'être acteur au sens d'intervenir sur les objets eux-mêmes. Parce que de nous couper des objets, de nous couper des infrastructures, de se dire, de toute façon, on n'y peut rien, on ne sait pas comment ça marche, et puis on ne m'a pas demandé mon avis, eh bien c'est beaucoup de plaisirs du quotidien qui disparaissent. Parce que ceci, les objets ont une âme, hein, ça a été dit par les poètes, de nier cette dimension-là, cet enrichissement que l'on peut avoir du soir au matin en ayant une relation avec les objets, les bâtiments qui nous entourent, ou les petits objets, c'est un manque qui aujourd'hui devient source d'anxiété. Et donc pour ça, moi je propose de mettre de la concertation dans ces choix, pour faire atterrir l'urbanisme, de mettre de la concertation sur ces choix techniques. Et pour ça, ça veut dire faire, comme on le fait ce soir, pour que c'est un sens, faire de l'échange et de la transmission, pour que les divers spécialistes disent de quoi il en retourne. Parce que autant... Alors c'est un sujet aussi, là où quand on nous a demandé, pendant la crise sanitaire, notre avis sur le professeur Raoult et savoir si tel médicament marchait mieux que l'autre, là je dis c'est nul. Enfin, je dis là, donc on voit bien que c'est pas un sujet si facile, hein, cette concertation sur l'infrastructure et la technique, parce que là on voit bien que si on raisonne par l'absurde, comme on dit, moi quand on me demandait si la chloro truc là est efficace ou pas, je n'en sais rien. On peut pas faire voter les gens là-dessus, c'est absurde. Par contre, expliquer aux gens, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais essayer avec un maître d'ouvrage d'en trouver un, de le faire. On va construire un bâtiment de bureau. Voilà, il va y avoir 300 personnes dans ce bâtiment de bureau. Réunir ces 300 personnes, ou leurs représentants, enfin, et leur expliquer, de dire, voilà, vous avez le choix, soit on fait comme d'habitude, on fait la clim. Ah, mais si on fait la clim, vous ne pourrez pas ouvrir les fenêtres. Si vous faites la clim, c'est vrai, si vos enfants vous disent, papa, maman, développement durable, vous allez consommer beaucoup d'énergie, etc., etc. Par contre, si on ne fait pas de clim, c'est à peu près, moi, les ingénieurs avec qui on travaille nous disent, bon, avec de la bonne ventilation naturelle, là, comme on a fait pour le bâtiment de Rouen, etc., c'est 10 à 12 jours par an où vous allez avoir, je ne sais plus, disons 25 degrés. Bon, vous ouvrez la fenêtre, donc vous avez quand même le courant d'air, etc. Voilà, il faut accepter 25 degrés. Mais si vous acceptez 25 degrés 10 jours par an, dont peut-être d'ailleurs 3 ou 4 jours au mois d'août, pas forcément au mois d'août, parce que moi je disais ça, je dis plus 10 jours c'est au mois d'août. On me dit non, c'est pas au mois d'août. Bizarrement, c'est plus les pics. Les pics, ils sont en mai, en juin. Ouais. Bon, mais enfin, si vous acceptez d'avoir 10-12 jours par an, on peut faire le bâtiment tout à fait autrement. Et là, ça, c'est un échange. Enfin, je dis conservation, en tout cas, c'est un échange qui peut là aussi impliquer les gens, faire la ville autrement et faire que les gens se sentent acteurs de cette ville et du coup enrichissent le quotidien. Voilà, donc ça c'est les choses que je voulais partager, les idées que je voulais partager avec vous ce soir et qui sont sous-tendues donc par ce sujet de la ville sensuelle sur lequel
on travaille depuis quelques années et qu'on veut effectivement développer et partager avec les citadins du monde. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.